Nous sommes le 14 janvier 2026 et aujourd'hui dans l'actu de Japanorama, on va vous amener à travers un voyage complet au cœur de l'actualité japonaise et on peut vous dire que ça bouge au Japon. Alors, Sanae Takaichi joue la carte de la coopération. Ai, la femelle chimpanzé génie, nous dit adieu. Et presque 1 jeune sur 10 au Japon n'est pas japonais. On passe par la finance avec un Nikkei au sommet et un yen en baisse. Shira Kawago croule sous le tourisme, les jeunes réinventent les cafés rétro, Nintendo nous tease la Switch 2 et leur projet de film, et les Lego Pokémon débarquent enfin. On termine sur Tezuka pour rappeler que la vie et la culture, ça se préserve. Allez hop, on y va. Et voilà, c'est l'actu de Japanorama. Alors, avant de commencer, merci à tous ceux qui écoutent l'émission en podcast ou qui en profitent sur YouTube. Et on vous remercie de suivre notre aventure. Et pour qu'on puisse continuer, n'hésitez surtout pas à vous abonner, que ce soit sur les podcasts Apple, Spotify ou Deezer, ou encore en activant la cloche ou en s'abonnant à YouTube. Vous le savez, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de continuer à faire vivre ce format. Alors merci à vous et votre soutien. Et on le rappelle, l'actu de Japanorama, c'est 3 fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, pour se délecter et ne rien rater du Japon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'actu de Japanorama. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. La suite tout de suite, direction Nara, ancienne capitale du Japon pour un point politique, où Sanae Takaichi recevait cette semaine le président sud-coréen Lee Jae-myung. Un sommet très symbolique et surtout très politique. Car derrière les photos dans les temples millénaires et les discours polis, il y a une réalité bien plus tendue. Un ordre international instable, une Chine de plus en plus agressive, une Corée du Nord toujours imprévisible et 2 alliés des États-Unis qui savent qu'ils n'ont plus vraiment le luxe de se regarder en chien de faïence. D'entrée de jeu, le ton est posé. Lee affirme que la coopération entre Séoul et Tokyo n'a jamais été aussi cruciale. Et Sanae Takaichi enfonce le clou. Pour elle, Japon et Corée du Sud doivent travailler main dans la main pour garantir la stabilité régionale. Ce rapprochement tombe à un moment très stratégique pour la première ministre japonaise. Arrivée au pouvoir il y a seulement quelques mois, elle affiche de bons scores de popularité, mais son parti ne contrôle qu'une seule chambre du Parlement. En coulisses, certains évoquent déjà la possibilité d'élections anticipées. Autrement dit, ce sommet, c'est aussi une démonstration de leadership à l'international. Petit rappel, malgré les tensions modernes, les liens entre les 2 pays sont anciens et profonds et impossibles à effacer. Mais ce rapprochement s'inscrit surtout dans un contexte régional explosif. Tokyo est en froid avec Pékin après les propos de Takaichi sur Taïwan jugés inacceptables par la Chine. Résultat, pression commerciale, tensions diplomatiques et climat électrique, comme on vous l'a expliqué la semaine dernière. De son côté, Lee sort tout juste d'une visite à Pékin. La Corée du Sud tente de maintenir un équilibre délicat entre ses 2 voisins, tout en rappelant que sa marge de manœuvre comme médiateur reste limitée. Les discussions sont aussi portées sur le commerce et la sécurité. Lee souhaite notamment que le Japon soutienne l'entrée de la Corée du Sud dans le partenariat transpacifique. Mais cela implique un dossier ultra sensible. La levée de l'interdiction d'importer des produits de Fukushima, encore très mal acceptée par l'opinion sud-coréenne. Enfin, les 2 dirigeants ont insisté sur un point clé, la coopération militaire trilatérale avec les États-Unis. Dans un contexte où Washington pousse ses alliés à augmenter leur budget de défense et où la diplomatie américaine reste imprévisible. Tokyo et Séoul savent qu'ils devront avant tout bâtir une confiance mutuelle solide. Les sujets historiques les plus explosifs ont été soigneusement évités. En résumé, ce sommet à Nara n'efface pas les cicatrices du passé, mais il montre une chose très claire. Face aux tensions régionales, le Japon et la Corée du Sud n'ont plus vraiment le choix, ils doivent avancer ensemble. Allez, on passe maintenant à l'économie japonaise. Et là, clairement, les marchés ont vécu une journée historique. Ce mardi, la bourse de Tokyo a battu tous ses records. Le Nikkei, l'indice phare du Japon, a franchi pour la première fois de son histoire la barre des 53 000 points. On parle précisément d'une clôture à 53 549 points, en hausse de 1609 points en une seule séance, soit plus 3,1%. Pour donner un ordre d'idée, une hausse de plus de 1600 points, c'est une journée exceptionnelle même pour Tokyo. L'autre grand indice japonais, le Topix, a lui aussi terminé à un plus haut
taux historique, à 3598 points en hausse de 2,4%. Et tout ça arrive après un jour férié, le marché japonais étant fermé la veille. Alors pourquoi une telle envolée? Les raisons principales sont politiques. Les marchés parient de plus en plus sur une décision forte de la première ministre Sanae Takaichi. La dissolution imminente de la Chambre des représentants, en clair, des élections législatives anticipées dès la semaine prochaine. Selon plusieurs informations, Takaichi aurait confié à un cadre de son parti son intention de convoquer des élections rapides. Et pour les investisseurs, c'est perçu comme une bonne nouvelle. Alors, pourquoi? Parce que Sanae Takaichi est connu pour être très favorable à une politique budgétaire expansive. Plus de dépenses publiques, plus d'investissements et plus de croissance, quitte à augmenter la dette. Le marché pense que si une élection anticipée a lieu, le bloc au pouvoir pourrait renforcer sa majorité, grâce à des taux d'approbation élevés du gouvernement. Résultat, les investisseurs achètent massivement des actions japonaises, en pariant sur stabilité politique plus relance économique. Mais cette euphorie boursière a un revers. Sur le marché des devises, le yen s'est fortement affaibli. La monnaie japonaise est tombée autour de 158 à 159 yens pour $1. C'est son taux le plus bas depuis juillet 2024. Si on convertit, $1 c'est environ 0,92 €. Et 1 euro vaut aux alentours de 180 yens. Ce yen faible, c'est une excellente nouvelle pour les exportateurs japonais. Quand Toyota, Sony ou Nintendo rapatrient des revenus gagnés en dollars ou en euros, ils gagnent beaucoup plus en yens. C'est pour ça que les valeurs industrielles et exportatrices ont été parmi les plus fortes hausses de la séance. Autre secteur qui a profité de la situation, les banques. Alors pourquoi? Parce que tout simplement les taux d'intérêt remontent. Plus les taux montent, plus les banques peuvent espérer améliorer leurs marges. Mais là encore, il y a une inquiétude derrière. La hausse des taux et la baisse du yen traduisent aussi des craintes sur la santé budgétaire du Japon. Depuis l'arrivée de Sanae Takaichi au pouvoir en octobre dernier, les marchés anticipent une augmentation massive de la dette publique via l'émission de nouvelles obligations. Et ça, historiquement, ça fait pression sur la monnaie. La ministre japonaise des Finances a bien tenté de calmer le jeu en expliquant avoir partagé ses inquiétudes avec le secrétaire américain au Trésor sur la dépréciation unilatérale du yen. Mais pour l'instant, les marchés n'y croient pas vraiment. Pour résumer, la bourse japonaise est au sommet historique, le yen est très faible, les taux d'intérêt remontent fortement et tout repose sur un pari politique autour de Sanae Takaichi. Une situation qui ravit les marchés à court terme, mais qui pose de vraies questions sur la dette, la monnaie et la stabilité économique à long terme du Japon. Allez, maintenant, petit tour sur l'actualité en bref, mais on va développer un petit peu. Donc on continue avec une histoire tristement fascinante et émouvante. Au Japon, une figure hors norme de la recherche scientifique vient de disparaître. Ai, une femelle chimpanzé surnommée la génie, est morte à l'âge de 49 ans. Ai, ça veut dire amour en japonais, et ce n'est pas juste un joli nom. Elle a profondément marqué la recherche mondiale sur l'intelligence animale et sur l'origine de notre propre esprit. Arrivée du Sénégal à l'université de Kyoto en 1977, Ai a passé une grande partie de sa vie aux côtés des chercheurs japonais. Elle a participé à des décennies d'études sur la perception, l'apprentissage et la mémoire. Et ses capacités étaient tout simplement stupéfiantes. Ai savait reconnaître plus de 100 caractères chinois, l'alphabet latin, les chiffres arabes de 0 à 9 et au moins 11 couleurs. Ces performances ont donné lieu à de nombreuses publications scientifiques, y compris dans la revue Nature. Les médias l'ont rapidement surnommée la chimpanzé génie, mais Ai n'était pas qu'un sujet d'étude. En 2000, elle a donné naissance à un petit nommé Ayumu. Et là encore, les chercheurs observent quelque chose d'unique, la transmission des connaissances entre une mère et son enfant chez les chimpanzés. Une clé essentielle pour comprendre comment l'apprentissage se transmet, y compris chez l'humain. Selon le centre de recherche de l'université de Kyoto, les travaux menés avec Ai ont permis de poser les bases expérimentales pour comprendre l'esprit du chimpanzé et par extension l'évolution de l'esprit humain. Les chercheurs décrivent Ai comme curieuse, impliquée et volontaire. Une participante active, pas une simple cobaye. Elle est morte vendredi de défaillance organique liée à son grand âge. 49 ans, c'est exceptionnel pour un chimpanzé. Ai laisse derrière elle bien plus que des chiffres et des publications. Elle laisse une meilleure compréhension de ce que nous partageons avec les autres primates et peut-être une leçon d'humilité. L'intelligence n'est pas uniquement humaine, elle prend juste des formes différentes. On parle démographie ou pas ?
On ne cesse d'entendre que le Japon est un pays vieillissant. Et c'est vrai. Mais il y a un autre changement plus discret qui est en train de transformer la société japonaise. Et il concerne la jeunesse. Mais plus précisément aujourd'hui, près d'un jeune adulte sur 10 vivant au Japon n'est pas ethniquement japonais. C'est ce que montrent les dernières statistiques démographiques. Pour comprendre ce chiffre, il faut regarder deux dynamiques qui évoluent en sens opposé. D'un côté, le Japon vieillit et surtout, il fait moins d'enfants. Résultat, il y a de moins en moins de Japonais dans la tranche des 20-29 ans. De l'autre côté, le pays a progressivement assoupli ses règles d'immigration, notamment pour les étudiants et les travailleurs étrangers, en particulier dans l'industrie, l'agriculture et le bâtiment, et les métiers qualifiés. Et comme ces opportunités attirent surtout des personnes en début de carrière, le Japon voit arriver de plus en plus de jeunes adultes étrangers, au moment même où sa propre jeunesse se réduit. Les chiffres sont parlants. En 2015, le Japon comptait environ 12,7 millions de Japonais âgés de 20 à 29 ans. 10 ans plus tard, en 2025, ils ne sont plus que 11,6 millions. Dans le même temps, le nombre de résidents étrangers dans cette tranche d'âge a plus que doublé. On est passé d'environ 540 000 à 1,22 million. Résultat, les étrangers représentent seulement 3% de la population totale, mais 9,5% des jeunes adultes dans la vingtaine. Et le phénomène est encore plus marqué chez les hommes. Plus de 10% des hommes de 20 à 29 ans au Japon sont aujourd'hui étrangers. Chez les femmes, on est à 8,9%. Géographiquement aussi, ça change beaucoup de choses. Dans 12 des 47 préfectures japonaises, les étrangers représentent désormais plus de 10% des jeunes adultes. Le record revient à la préfecture de Gunma, où 14% des 20-29 ans ne sont pas ethniquement japonais. Et c'est là que le sujet devient vraiment intéressant, car pour beaucoup de régions, notamment rurales, c'est une situation totalement nouvelle. Des zones où, pendant des générations entières, la population était presque exclusivement japonaise, doivent aujourd'hui apprendre à vivre avec une diversité culturelle, linguistique et sociale inédite. Évidemment, tout ne se fait pas sans tension. Des maires interrogés à l'échelle nationale évoquent des défis très concrets. Logement, intégration, communication et accès aux services. Mais dans le même temps, la majorité reconnaît que l'arrivée de résidents étrangers est devenue indispensable à l'avenir de leur commune. Sans ces jeunes travailleurs et étudiants venus d'ailleurs, certaines régions se videraient tout simplement. En creux, ces chiffres racontent autre chose. Le futur du Japon ne sera probablement ni totalement homogène ni refermé sur lui-même. La présence croissante de jeunes étrangers n'est pas juste une réponse à la crise démographique, c'est peut-être aussi un signe de transformation profonde de la société japonaise, plus lente que dans d'autres pays, mais bien réelle. C'est le drama politique de la semaine. À Maebashi, dans l'est du Japon, l'ancienne maire Akira Ogawa a été réélue, quelques mois seulement après avoir démissionné à cause d'un scandale personnel. Pour rappel, en novembre dernier, Ogawa, 43 ans, avait quitté son poste après la révélation de visites répétées dans des hôtels avec un haut fonctionnaire marié travaillant sous son autorité. On parle d'au moins 10 rendez-vous. Elle a toujours nié toute relation extra-conjugale, mais l'affaire avait pris une ampleur nationale, au point que les élus municipaux lui avaient demandé à plusieurs reprises de se retirer et de se représenter pour obtenir un nouveau mandat clair. C'est exactement ce qu'elle a fait. Lundi, les habitants de Maebashi lui ont redonné leur confiance dans les urnes. Akira Ogawa s'est imposé largement face à son principal adversaire, un avocat de 40 ans, Akira Maruyama, avec environ 10 000 voix d'avance. Elle a recueilli 62 893 votes, une victoire confortable sans appel. Après l'annonce des résultats, elle a reconnu ses erreurs tout en promettant de tourner la page. Je cite « Mon comportement irréfléchi a provoqué un émoi dans tout le pays. Je regagnerai la confiance des citoyens par mes actes. » Un discours très calibré, mais qui semble avoir convaincu. Il faut rappeler qu'Ogawa n'est pas une figure anodine. En 2024, elle était devenue la première femme maire de Maebashi depuis la création de la ville en 1892. Avec cette réélection, elle va simplement terminer le mandat initial de 4 ans, qui court désormais jusqu'en février 2028. Autre point intéressant, la participation électorale, elle s'est établie à 47,3%, soit presque 8 points de plus que lors de la précédente élection. Un signe que l'affaire a mobilisé et que les électeurs sont venus trancher.
Politiquement, son succès repose sur une coalition assez large. Elle a été soutenue par des élus locaux, des partis d'opposition, notamment le Parti démocrate constitutionnel et le Parti démocrate pour le peuple. Son adversaire, lui, était soutenu par le groupe proche du Parti libéral-démocrate, le LDP, au niveau local et préfectoral. Mais Ogawa aurait aussi attiré des électeurs conservateurs et indépendants, notamment grâce à une mesure très concrète. La gratuité des repas scolaires, un thème très populaire auprès des familles. Dernier détail très japonais, le scrutin a eu lieu lundi, ce qui était inhabituel. La raison, le vote s'est tenu pendant le Coming of Age Day, le jour férié national. On vous en a parlé dans notre précédente émission, car la ville organisait la veille une cérémonie officielle liée à cette fête. Au final, cette élection pose une vraie question. Au Japon, jusqu'où un scandale personnel pèse-t-il réellement face au bilan politique ? À Maebashi, la réponse semble claire, les électeurs ont choisi la continuité malgré la polémique. Côté tourisme et vie locale. Aujourd'hui, on parle de Shirakawa-go, un village japonais classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui fait face à une situation de plus en plus tendue à cause du tourisme de masse. Shirakawa-go, c'est un village de montagne situé dans la préfecture de Gifu, avec environ 500 habitants. Et pourtant, en 2024, il a accueilli plus de 2 millions de visiteurs. Parmi eux, 1,11 million étaient des touristes étrangers, soit plus de la moitié des visiteurs, une première dans l'histoire du village. Pour donner une idée de l'ampleur du phénomène, c'est 5 fois plus de touristes étrangers qu'en 2014. Le problème, c'est que Shirakawa-go n'a pas été conçu pour ça. Il n'y a pas de train, uniquement des bus et des voitures. Les routes sont étroites, avec une seule voie dans chaque sens et aujourd'hui, des embouteillages se forment environ 30 jours par an, parfois dès la sortie de l'autoroute. Pour les habitants, ça complique énormément le quotidien. Aller travailler, faire ses courses ou simplement rentrer chez soi devient de plus en plus difficile. L'hiver, la situation est encore plus compliquée. Certains touristes organisent des batailles de boules de neige devant des maisons privées, construisent des bonhommes de neige sans autorisation. Et à la fonte des neiges, les habitants retrouvent parfois des gants ou des chaussettes abandonnées dans les rizières. Pris séparément, ça peut sembler anodin, mais à force, ça pèse lourd sur la vie du village. Un sondage réalisé en 2024 montre que près des 60% des habitants ont une image négative des touristes étrangers, bien plus que des visiteurs japonais. Les autorités locales estiment que l'équilibre entre tourisme et vie quotidienne est en train de se briser. Pourtant, Shirakawa-go n'a pas toujours été une destination touristique. Avant son inscription à l'UNESCO en 1995, c'était un village isolé, marqué par des hivers longs, de 4 à 5 mois, où la survie reposait sur l'entraide. Le village est célèbre pour ses maisons Gashozokuri, avec leurs grands toits de chaume très inclinés, conçus pour laisser glisser la neige. Leur forme rappelle des mains jointes en prière. Ces maisons servaient aussi à élever des vers à soie, une activité essentielle pour compléter les revenus agricoles. Ce mode de vie reposait sur un système d'entraide appelé yoi. Par exemple, pour refaire un toit, jusqu'à 200 personnes pouvaient être mobilisées et chaque toiture est remplacée tous les 20 à 30 ans. Aujourd'hui, le tourisme a profondément changé le village. Le problème, c'est que plus de 90% des visiteurs ne restent que quelques heures. Ils prennent des photos, postent sur les réseaux et repartent. En moyenne, un visiteur à la journée dépense 3660 yens, soit environ 23 €. Les autorités aimeraient faire monter ce chiffre à 4400 yens, environ 27 à 28 € d'ici 2029, en encourageant des séjours plus longs et des expériences plus qualitatives. Pour limiter la pression, plusieurs mesures sont mises en place. Depuis 2023, le village promeut un tourisme responsable avec des règles simples à respecter. À partir de 2026, les bus touristiques devront réserver à l'avance afin de limiter l'afflux lors des périodes les plus chargées. Le tarif a aussi augmenté en octobre 2025. Même si cela n'a pas encore réduit le nombre de visiteurs, l'objectif est clair, passer d'un tourisme de quantité à un tourisme de qualité. Car Shirakawa-go n'est pas un musée à ciel ouvert, c'est un village vivant où des familles habitent encore dans ces maisons historiques et où les traditions continuent d'être transmises. Les responsables locaux le disent ouvertement, le village est proche de sa limite. Sans régulation, le tourisme pourrait finir par détruire ce qui fait justement la valeur et l'âme de Shirakawa-go. Le défi aujourd'hui, c'est de trouver un équilibre entre popularité mondiale et survie locale. Justement, parlons vie locale. Vous êtes-vous déjà posé dans un café à Tokyo? Et si ce n'est pas le cas, alors écoutez bien, car ça va vous donner envie. À Tokyo,
une partie de la culture des cafés japonais était en train de disparaître. Les Kisaten, ces cafés traditionnels qui ont connu leur âge d'or dans les années 80, ferment les uns après les autres, remplacés par les grandes chaînes internationales et les coffee shops ultra spécialisés. Les raisons sont connues, des propriétaires vieillissants, peu de repreneurs et une ville qui va toujours plus vite. Mais contre toute attente, ces cafés connaissent aujourd'hui un retour en grâce porté par une nouvelle génération. Sur les réseaux sociaux, les photos de parfaits, ultra généreux, de melons, cream soda, de banquettes en velours et de néons rétro explosent. Le hashtag Junkissa cumule désormais environ 1 million de publications. Les Kisaten ne sont plus juste des cafés, ce sont devenus des lieux d'expérience, de nostalgie et de mise en scène. Derrière ce renouveau, on retrouve surtout des jeunes propriétaires, souvent dans la vingtaine ou la trentaine, qui revisitent l'esthétique de l'ère Showa, sans chercher à la figer. Parmi eux, Kissa Memory, un coffee shop éphémère lancé à Tokyo par une jeune femme connue sous le pseudo Rin. Influenceuse sur Instagram, elle sillonne le Japon depuis 2022 pour photographier des Kisaten. Son idée, créer des lieux qu'elle aurait elle-même rêvé de visiter. Le format pop-up lui permet de tester des concepts sans trop de risques. Pendant ces événements, la majorité des clients sont des femmes de 20 à 30 ans, mais aussi parfois des habitués de l'époque Showa, curieux de voir cette nouvelle version de leur café d'autrefois. Pour Rin, ce succès s'inscrit dans une tendance plus large, le retour du rétro aussi bien Showa que Heisei. Petit rappel, l'ère Showa, c'est la période de 1926 à 86, et l'ère Heisei, c'est 1989 à 2019. Elle le dit très simplement. On ne cesse jamais vraiment d'aimer ce qui nous a marqué et même sans avoir vécu une époque, on peut la découvrir à travers son architecture et son design. Autre exemple à Tokyo, en plein Kabukisho, 27 Kissa. Ici, la fondatrice Mika Oitsuki, 26 ans, ne se définit pas comme une simple gérante de café, mais comme une productrice. Son parcours est atypique. Née aux États-Unis, élevée dans le Nevada, elle revient au Japon à l'adolescence et collabore très tôt avec de grandes marques. Le lieu qu'elle investit est un ancien cabaret. Plutôt qu'effacer son passé, elle décide de l'assumer et crée un concept hybride. Le Kissakaba, un café le jour, un bar la nuit. Un lieu à double visage très représentatif de Tokyo actuel. L'intérieur mélange des éléments japonais et des touches américaines, et cette atmosphère singulière attire rapidement photographes et tournages de créateurs. Mais tous les nouveaux Kisaten ne misent pas sur le spectaculaire. À Itabashi, un quartier plus résidentiel de Tokyo, Kissa Koyuki adopte une approche plus intime. Sa fondatrice, Koyuki Kurata, 31 ans, a grandi dans le quartier et voulait créer un lieu qui donne envie aux habitants, surtout aux plus jeunes, de s'attacher à leur environnement. Elle explique que le quartier a une image un peu fade et qu'elle voulait changer ce regard. Depuis l'adolescence, Kurata est attirée par les cafés anciens. Ce qu'elle aime, c'est leur personnalité. Chaque Kisaten a son ambiance, son propriétaire et sa clientèle. Elle ouvre son café en décembre 2023 après avoir soigneusement imaginé chaque détail. L'intérieur mélange velours, motif léopard, objets kitsch et figurines Hello Kitty rose fluo. Un mélange très personnel, mais profondément ancré dans l'esthétique Showa. Le menu suit la même logique. Tout ce qui est servi correspond à ce qu'elle aime réellement manger. Son toast à la cannelle, devenu l'un des best-sellers du café, est inspiré d'un plat qu'elle n'aimait pas du tout jusqu'à ce qu'elle y goûte d'un autre établissement. Au départ, la clientèle était surtout locale. Puis, quelques mois plus tard, une vidéo TikTok devient virale. Le café attire alors de nombreuses jeunes femmes, parfois venues de loin. Si elle se réjouit de cet engouement, Kuruta insiste sur un point. Son café est ouvert à tout le monde. Elle ne veut pas que les hommes ou les clients les plus âgés se sentent exclus. Derrière cet enthousiasme, une inquiétude demeure. Le nombre de Kisaten est passé de plus de 154 000 en 1981 à 58 600 en 2021. La transmission est le principal problème. On peut préserver un lieu, mais transmettre son esprit est bien plus difficile. Pour Kuruta, un Kisaten n'est pas juste un endroit où l'on boit du café. C'est un lieu où l'on prend le temps, où l'on se parle, où les échanges sont réels. Dans un Tokyo toujours plus rapide et numérique, ces jeunes propriétaires rappellent une chose essentielle. Parfois, résister au temps, c'est simplement ralentir. Et voilà pour cette deuxième partie. Après la politique et la vie sociale, on entre dans le monde des Pokémon, du manga, mais avant tout, un point sur le jeu vidéo. Allez, on y va. Va-t-on passer une semaine sans parler de Nintendo? Non mais c'est dingue ça.
Alors on commence avec une interview très intéressante de Shuntaro Furukawa, le président de la firme accordée au Kyoto Shimbun. Et clairement, ça donne pas mal d'indices sur la direction que prend Nintendo pour les prochaines années. Déjà, forcément, on parle de la Switch 2. Furukawa explique que globalement, les stocks se sont stabilisés dans le monde. Par contre, au Japon, la demande est toujours très forte et il faudra encore un peu de temps avant que tout le monde puisse mettre la main dessus facilement. Rien d'inhabituel pour Nintendo, surtout sur son marché historique. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout la vision derrière la machine. Nintendo veut faire de la Switch 2 une console accueillante. Accueillante pour les joueurs, mais aussi surtout pour les développeurs. L'idée, c'est de leur laisser la liberté de réaliser toutes leurs idées, que ce soit en interne ou chez les studios tiers. Et toujours avec cette obsession maison, l'accessibilité même pour les gens qui découvrent les consoles sur le tard. Côté production, Furukawa insiste sur un point. L'approvisionnement est pensé sur le long terme. Oui, le prix des mémoires augmente en ce moment, mais pour l'instant, ça n'impacte pas directement les finances de Nintendo. Par contre, il le dit clairement, il surveille la situation de près. Traduction, rien d'alarmant aujourd'hui, mais personne ne dort au bureau. Évidemment, la question qui brûle toutes les lèvres arrive vite. Est-ce que le prix de la console va augmenter? Et là, Furukawa reste fidèle à la communication Nintendo. Je ne commente pas les hypothèses. Voilà, rideau, pas de oui, pas de non, mais on comprend que le sujet existe. Côté jeux vidéo, là aussi Nintendo joue la carte du temps long. Furukawa annonce que l'offre va vraiment s'intensifier à partir de 2026, avec des suites très attendues, mais aussi des licences totalement inédites. Nintendo veut rassurer les fans sans se reposer uniquement sur ses valeurs sûres. On passe maintenant au cinéma. Pour le film Super Mario 2, la stratégie est claire, faire monter l'attente. Pas de précipitation, pas d'overdose d'infos. Même chose pour Zelda, où les annonces arriveront petit à petit. L'objectif n'est pas le profit immédiat, mais l'exposition des personnages. Nintendo veut poser les bases d'un vrai système capable de produire plus de films à l'avenir sans brûler les licences. Et les séries animées alors? Là-dessus, Furukawa reste prudent. Il reconnaît que c'est un défi complexe, mais il ne ferme pas la porte. Je cite, « Si nous pouvons créer des œuvres uniques à la Nintendo, ce serait une bonne chose pour le futur. En clair, pas impossible, mais seulement si ça a une vraie identité. » Alors, petit détour par le musée Nintendo. Première année, 500 000 visiteurs et beaucoup d'étrangers. Face au succès, Nintendo prévoit d'ajouter des nouvelles fonctionnalités et précise que le système de loterie pour les billets va rester. Pas question de transformer ça en attraction surpeuplée. Et pour conclure, Furukawa rappelle un principe fondamental chez Nintendo, une base financière solide, c'est essentiel. Pourquoi? Pour que les équipes puissent prendre le temps de créer, peaufiner leur jeu jusqu'à être satisfaits sans subir la pression des résultats à court terme. En résumé, Nintendo avance doucement mais sûrement. Pas de panique, pas de promesses creuses, juste une vision très claire. Et c'est très Nintendo quoi. Alors les amis, accrochez-vous. Parce que ça y est, la collaboration qu'on attendait tous est enfin officielle. Lego, Pokémon. Et on a enfin un premier aperçu complet de la première vague qui débarque le mois prochain en février 2026. 3 sets pour commencer et ça envoie du lourd. La première vague va mettre à l'honneur les Pokémon emblématiques. Pikachu, Bulbizarre, Dracofeu, Tortank et Evoli. Et voilà le détail. Le set Pikachu, c'est 2050 pièces pour un prix de 200 €. Ce set permet 2 options d'exposition, soit Pikachu qui bondit hors de sa Pokéball, soit une pose assise avec la Pokéball fermée. La base noire, en forme d'éclair, a même le chiffre 25, un petit clin d'œil au numéro de Pikachu dans le Pokédex. Pour le set Bulbizarre, Dracofeu, Tortank, là on passe en mode gros morceau. 6838 pièces, le set le plus cher de la première vague, 649 €. Ce set énorme permet d'exposer les 3 starters originels ensemble ou séparément, sur une base détaillée avec des références aux habitats de chaque Pokémon. Un vrai plaisir pour les collectionneurs et les fans hardcore. Et pour le set Evoli, le plus petit set, mais pas moins charmant, avec 587 pièces, un prix estimé à 60 €. Evoli est personnalisable avec la tête, la queue et les membres mobiles pour créer différentes poses. Un set parfait pour les fans qui veulent s'amuser un peu plus qu'avec un simple modèle statique. Tous les sets seront disponibles le 27 février 2026. Mais attention, ce n'est que la première vague. Des fuites annoncent une deuxième vague pour l'été, avec des sets plus interactifs et la nouvelle fonctionnalité Lego Smart Play. En tout, au moins 27 Pokémon sont prévus d'ici la fin de l'année. La première vague semble viser plutôt les adultes et collectionneurs, mais la suite devrait apporter plus d'interaction et de fun pour les enfants. Bref,
Que vous soyez nostalgique, fan de Lego ou dresseur Pokémon, il y a de quoi se faire plaisir. Et si on finissait la journée sur une note nostalgique? Alors les amis, petite plongée dans le monde des mangas et de la sensibilisation avec une expo qui touche autant les fans que le grand public. Le Osamu Tezuka Manga Museum à Takarazuka accueille une exposition spéciale Kemono Friends. Mais attention, derrière les personnages mignons et anthropomorphisés, il y a une vraie histoire humaine et animale. Cette œuvre est née après le grand tremblement de terre de 2011 quand de nombreux animaux d'élevage ont été abandonnés. L'artiste Mine Yoshizaki, connu pour Keroro Gunso, s'est tourné vers ces animaux pour réfléchir à notre coexistence avec eux et c'est ainsi qu'est né Kemono Friends. Le monde de Kemono Friends se déroule dans Japari Park, un gigantesque zoo fictif où les animaux se transforment en personnages humains. Depuis, la franchise a explosé. Jeux, animés, mangas et même à l'international. Pour rendre l'expo encore plus interactive, des panneaux des personnages sont placés à côté des animaux réels dans les zoos et aquariums partenaires. Et des boîtes de dons pour la WWF sont aussi installées lors des événements. Un joli moyen de sensibiliser tout en s'amusant. Le musée a organisé l'expo en 3 zones. On peut y admirer des illustrations, croquis et références de personnages. La section Friends Sukan regroupe 450 illustrations classées par type d'animal. Chat, pingouin, lapin, singe ou lézard. Il y a même une catégorie Divine Beast avec des créatures mythiques comme le Byakko, le tigre blanc, le Suzaku, oiseau vermillon, ou le Yatagarasu, le corbeau à 3 pattes. Chaque animal est présenté de façon claire, accessible pour apprendre en s'amusant. Et cerise sur le gâteau, une collaboration spéciale avec Tezuka. Léo, le héros du manga Le Roi Léo, est mis en avant dans une œuvre originale. Yoshizaki confie que Tezuka a été une énorme influence pour lui et pouvoir exposer ici dans son musée, c'est un rêve devenu réalité. Le musée rappelle que cette exposition, c'est plus qu'un hommage au manga, c'est une leçon sur la vie, le respect de la nature et l'amour des animaux. Une expérience à la fois ludique, éducative et émotive. Pour les chanceux qui sont au Japon et qui veulent y aller, l'expo se termine le 23 février 2026. Le tarif est de 700 yens pour les adultes, 300 yens pour les collégiens et lycées et 100 yens pour les enfants, soit approximativement 4,50 €, 2 € et 0,70 € pour les Européens. Et voilà qui conclut notre actualité pour ce mercredi 14 janvier de 2026. Alors merci à vous de nous avoir suivis tout au long de ce podcast. N'oubliez pas, on se retrouve tous les lundis, mercredis et vendredis. Et pour ne rien manquer de notre prochain épisode, retrouvez-nous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify et Deezer, ainsi que sur nos réseaux sociaux X, Blue Sky et Instagram. Et surtout, si le podcast vous a plu, abonnez-vous, laissez un commentaire et parlez-en autour de vous, car c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de continuer à faire vivre notre aventure. Arigato gozaimasu et encore merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.